Et ça, moi, ça m'énervait. Aimez-vous. C'est pareil. Le nombre de fois on lit cette phrase. Aimez-vous. Bien sûr, bien sûr. Ah bah oui. Oui. Ça, bah non, Oui. en fait. Non, je dis ça parce que j'avais un ami aux États-Unis qui faisait tout le temps ça. Oui, c'est ça. Qui était vraiment lui. Alors, il s'aimait beaucoup, mais Tant mieux pour lui. il se détestait autant, en Ouais, fait, parce ouais, que ouais, c'était ouais. de l'amour égocentrique. Et donc, c'est pas ça l'amour, en fait. Ouais. Chaque peur est une invitation à nous mettre en sécurité et à choisir la confiance. Chaque colère est une invitation à mieux connaître nos besoins et à choisir de poser nos limites. Et enfin, chaque tristesse est une invitation également à prendre conscience que nous sommes déconnectés et à choisir de nous reconnecter. Agnès Popper est avec nous. Bonjour Agnès. Bonjour Marc. Je suis très content que vous soyez là. Merci infiniment. C'est de vous. C'est de vous. Ben oui. C'est de vous, c'est de votre histoire dont on va parler. Vous êtes thérapeute. Oui. Et votre parcours de vie en préparant ce qu'on appelle avec la fiche de prod et qui nous permet d'avoir les éléments pour construire l'émission, en préparant, j'ai été touché par votre histoire. Et vous m'avez dit hors antenne d'ailleurs que beaucoup de gens le sont et que vous comprenez pas nécessairement. Tout à fait. Pourquoi? Ouais. Alors, je pense que comme chaque personne, quand on vit quelque chose, on n'a pas le choix, premièrement. Et donc, on le vit. Et c'est après, en prenant du recul, et c'est vrai, quand on en parle, que je vois la réaction des gens. Mais voilà, pour moi, j'ai vécu chaque étape de ma vie, ben voilà, comme je pouvais, en fait. Donc, et puis, étant thérapeute, je vois des histoires bien pires. J'imagine. Aussi. Bon, Donc, vous avez eu votre lot, hein. Oui. Votre lot, et on va voir justement cette histoire assez incroyable. L'EFT vous a sauvé. L'EFT m'a sauvé. Emotional Freedom Technique. Merci Gary Craig, le fondateur de la technique, que j'ai rencontré justement à un moment crucial de ma vie et que je n'aurais pas rencontré sinon. Alors l'EFT, on en parle beaucoup. Je ne sais pas si tout le monde sait exactement ce qu'est l'EFT, parce qu'on a toujours cette image des petits clapotis Où ça, même. à droite à gauche. C'est vrai. Oui. C'est un peu réducteur. C'est très réducteur, mais c'est l'image que j'ai eue aussi au départ. Et comme je venais de la médecine chinoise, j'avais étudié longuement la médecine chinoise qui consiste en 85 points de chaque côté, plus tous les points hors méridien, qui a 5000 ans derrière, le fast-food à l'américaine qui est l'EFT, Emotional Freedom Technique, technique de libération des émotions. Je l'avais rangé en case verticale directe quand on m'en avait parlé la première fois. En vrai, c'est hyper efficace. Puissant. Puissant, ouais, parce qu'on tapote vraiment sur chaque méridien. Donc, chaque point est relié à un méridien. Chaque méridien est relié à un organe. Chaque organe gère une émotion. Ouais. Donc, à chaque fois qu'on fait une ronde d'EFT, on fait un reset émotionnel. Et surtout le plus important pour moi, c'est qu'on descend de la tête, notre tour de contrôle. Je sais pas si ça parle. Au cœur, qui est un endroit qui est toujours là, hein, sinon on ne serait pas là tout de suite en train de parler, qui bat pour nous, qui fait tout un tas de choses pour nous, et à qui on donne jamais la parole. Donc voilà. Et pourtant, plus on descend dans cet espace magique, plus les choses changent. Alors vous avez eu aussi un parcours un peu atypique, notamment dans vos formations. D'abord parce qu'il y a Tahiti dans votre vie, on va y revenir dans quelques instants. Mais vous avez rencontré les plus grands, hein, les Dawson Church. Vous avez rencontré aussi les Greg Braden, les Bruce Lipton, la méthode Sedona, etc., etc. Enfin, vous êtes allé les chercher, ces gens-là? Ah oui. Bah, en fait, je les ai pas rencontrés. Ils me connaissent pas par mon prénom. J'imagine. Mais vous avez assisté, en tout cas, à leur formation et à les conférences et autres. Oui, j'ai écouté des milliers d'heures, de chaque. Enfin, si je prends tous ensemble, j'ai écouté des milliers d'heures pour m'imprégner, parce que, comme beaucoup de gens, en tout cas, comme beaucoup de thérapeutes que je connais, on pense toujours que la réponse est à l'extérieur, et c'est vrai. Enfin, j'ai quand même, ça vient en anglais du coup. J'ai quand même rassemblé tout un tas de réponses qui ont résonné à l'intérieur de moi, mais parce que j'ai rencontré ces gens assez incroyables. Et comme l'anglais n'est pas une barrière pour moi, j'ai pu aller. J'aime bien aller à la source des choses. Donc j'ai essayé d'aller à la source de Gary Craig, ce que j'ai réussi à faire finalement, parce qu'il donne un cours en ligne, et ce qui est assez fou. Alors de l'Optimal EFT, il a changé de technique, qui est très proche du Ho'oponopono, mais il sait pas ce que c'est, ce que je lui ai posé la question, il sait pas ce que c'est que le Ho'oponopono, ou il veut pas savoir. Mais en tout cas, voilà, je dois approcher des 90 ans, il les a certainement maintenant, mais il y a 4 ans, quand j'ai commencé son cours, la première lettre qu'on reçoit, enfin le premier mail qu'on reçoit, c'est « Bonjour, c'est Gary ».
Quand vous voulez, vous m'appelez sur Skype entre 7h du matin et 5h du soir. Et alors ça m'épate. Wow. D'être disponible comme ça m'épate. Moi qui travaille avec le temps, j'essaye de me faire ami avec le temps dans cette vie parce que j'ai l'impression de courir après et de rentrer dans des notions différentes avec la physique quantique. Mais bon, quand même, hein, dans mes journées habituelles, je cours quand même toujours après. Et un jour, j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai appuyé sur le bouton et j'ai eu Gary Craig devant moi. Alors, pas devant moi, mais quand même. Ouais. Donc, impressionnant. Donc, on a fait une séance ensemble et incroyable. Enseignement ultra précieux, évidemment, j'imagine. J'ai pas compris. Enseignement ultra précieux, j'imagine. Oui. Et puis, personne incroyable qui a quand même une nuit où il a fait un éveil spirituel, d'où découle l'EFT, en fait. Et son but avec l'EFT, c'est vraiment de transmettre un outil pour la paix dans le monde. Bon. Il y a du travail. Il y a encore du travail. Juste un mot, pardon, Agnès. Revenir sur la genèse de l'EFT avant de parler de votre histoire et de votre parcours de vie. Quelle est la genèse de l'EFT? Alors, l'EFT, ça vient donc de ce génie qui est Gary Craig, qui était ingénieur et qui n'a jamais été ingénieur d'ailleurs dans sa vie, mais bon, qui a suivi des cours de TFT. Ça approchait déjà un petit peu de l'EFT, Thought Field Therapy, thérapie du champ mental, qui avait été créée par Roger Callahan et qui consistait à tapoter sur des points d'acupuncture. Il avait déjà, lui, Roger Callahan, résumé les 485 points en une vingtaine de points. Il avait fait le plus dur. Mais il avait deux possibilités, soit un livre que j'ai vu, enfin un petit booklet de 200 pages, avec si la personne a tel symptôme et tel symptôme, vous tapotez sur tel point et tel point. Donc il sélectionnait 3-4 points des 20 points. Et puis, ou alors une machine que j'ai jamais vue, par contre, à reconnaissance vocale. Vous disiez une phrase à cette machine et elle vous donnait les points à tapoter. Okay. Et cette machine coûtait 10 000 francs de l'époque, enfin, ou 100 000 francs de l'époque, enfin, voilà, j'ai jamais vu cette machine. Et Gary Craig, en tant qu'ingénieur, donc simplificateur, il s'est dit, il y a 20 points, en fait. Pourquoi perdre une demi-heure à chercher les points plutôt que de les tapoter? Alors, je lui ai demandé, est-ce qu'aux États-Unis, on tapote pas sur ce point-là, qui est quand même le point de la colère? Je trouve ça très dommage. Et je lui ai demandé comment il avait choisi les points et pourquoi il tapotait pas sur celui-là. Et sa réponse a été, j'en sais rien, je connais pas la médecine chinoise et je m'en fous. Bon, moi c'est clair. Voilà. Bon, je pense pour avoir suivi des cours aux États-Unis que en fait la corpulence des Américains empêche d'aller tapoter ce point, surtout chez les femmes. Ça serait gênant. Donc, mais c'est dommage parce que c'est un point très important. Très important. Point de la colère. Bon, vous avez intitulé cette émission avec ce titre qui est dans votre fiche de prod que je trouve intéressant. Vivre, ça s'apprend. De la peur à la confiance, de la survie à la vie. C'est vous, ça, c'est votre histoire? Un peu, ouais, un peu. C'est vrai que j'ai eu un enfant, j'en ai élevé 3, hein, et c'était vraiment, je pense, une mission de vie chez moi parce qu'à 20 ans, je disais que je ne voulais pas d'enfant. Ouais. Et j'ai pas trouvé de mode d'emploi quand j'ai accouché de mon enfant. Voilà, moi-même petite et plus même ado, j'ai l'impression de traverser cette vie sans les codes et vraiment d'être malheureuse. Toute ma vingtaine, je lisais des livres de développement personnel parce que ça m'a touché assez vite le développement personnel. Et dans ces livres, je lisais le bonheur est à l'intérieur de vous, rien n'est à l'extérieur. Ben non, quand mon copain m'appelait pas, j'étais malheureuse, j'avais le cœur qui battait à 3000 à l'heure et j'attendais. Donc non, je comprenais vraiment pas en fait. C'est souvent cet abstrait-là que les gens qui ne sont pas au fait de ces thématiques-là, justement, ne comprennent pas. C'est ça. Et là, pour accompagner un jeune qui est en train de vivre cette expérience de très très près, avec une rupture, voilà, il se noie dans le travail, il se noie dans autre chose, il se noie dans sa tête, mais c'est pas là la réponse. Et j'arrête pas de lui expliquer qu'il faut descendre, Mais ça, je ne comprends pas non plus. Et ben, non, mais vous voyez ce que je veux dire, je comprends très bien. Je comprends la nécessité de le faire, en tout cas, d'aller jusque-là et de faire les choses. Mais après, descends. Qu'est-ce que ça veut dire? On est bien d'accord. On est bien d'accord. Et ça, moi, ça m'énervait. Aimez-vous. C'est pareil. Le nombre de fois on lit cette phrase. Aimez-vous. Bien sûr. Ah bah oui. Oui. Non, en fait. Non, je dis ça parce que j'avais un ami aux États-Unis qui faisait tout le temps ça. Oui, c'est ça. Qui était vraiment, lui, alors il s'aimait beaucoup, mais. Tant mieux pour lui. Mais il se détestait autant, en fait, parce que c'était de l'amour égocentrique. Et donc, c'est pas ça l'amour, en fait. Et c'est descendre dans le cœur. Et cette clé,
Alors, je pense que j'ai commencé à la voir avec l'EFT, hein, qui m'a sauvé la vie, et la méthode Sedona. La méthode Sedona qui est vraiment basée sur les enseignements indiens de Ramana Maharshi et qui consiste à lâcher la tête. C'est des questions, en fait. On vous pose des questions pour piéger le mental. Et au début, ça m'énervait. J'ai essayé, quand je suis rentrée en France après les cours à Sedona, de le faire sur une jeune de 20 ans, qui m'a dit, alors, le singe, là, donc l'EFT, ça va 2 minutes, hein. C'est ça. Ça, je veux bien te suivre, mais alors tu me reposes une seule question et je te fous un poing dans la gueule. Elle se reconnaîtra. Et on est toujours amis. Bref, mais en tout cas, ces questions, moi, elles me permettaient... C'était vraiment des questions qui venaient faire du ping-pong avec le mental. Alors, c'est des questions qui sont posées en rafale, comme ça? Oui, qui sont posées en rafale. Par exemple, ça va être cette situation que vous avez en tête. Est-ce que vous pouvez vraiment vous focaliser sur cette situation? Oui. Okay. Est-ce que vous pouvez arrêter de vouloir la changer? Juste pour maintenant. Ça peut m'énerver. Déjà là, maintenant, là, sur cette question, ça peut m'énerver. C'est ça. Parce que justement, alors j'aime bien mes marionnettes. Il y en a qui aiment pas, mais moi je les aime bien. C'est-à-dire qu'on a un problème. Il y a un grand sage qui dit, on a ce truc qui passe sur Internet tout le temps, hein, vous l'avez certainement déjà vu. Si vous avez un problème, si vous pouvez faire quelque chose pour régler ce problème, faites-le. Si vous pouvez pas, pourquoi s'inquiéter? C'est très énervant. C'est ça, c'est sûr. Mais c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'on a un problème. Mais nous, qu'est-ce qu'on va faire avec? On a ce problème. Ça peut être une peur. Ça peut être une peur pour nos enfants. Ça peut être n'importe quoi qu'on ait à l'intérieur de nous. Et puis, on va prendre toutes nos connaissances. C'est pour ça que j'ai pris un Yoda. Ce Yoda qui est particulièrement tordu. De loin, il a l'air d'être... Il a pris un star ou il a... Bah, de loin, c'est Yoda. Oui, de loin. Alors, donc, on a envie de l'écouter. C'est cette voix à l'intérieur de moi qui va me dire... Mais va prendre un bain. Mais détends-toi. Mais tu t'es vu. Elle parle comme ça, cette voix dans notre tête. C'est pour ça. Elle vous juge. C'est notre juge, c'est notre saboteur. Qui veut tout changer au lieu d'accepter. On voudrait changer les choses. Combien de fois on se dit enfin, on ne sait pas qu'on se le dit, mais on va ressasser une histoire du passé, une discussion qu'on a eu avec quelqu'un. Est-ce qu'on croit qu'on va la changer? Est-ce que, en la ressassant 1000 fois, on va la changer? Non. Donc, celui-là, il a lu tous les livres et il nous dit quoi faire, mais il nous le fait pas faire. Il nous dit quoi faire, mais il nous le fait pas faire. Et c'est tout le piège. C'est qu'il nous coupe encore plus de notre cœur et du moment présent. De notre cœur et du moment présent. La méthode Sedona, donc, elle nous dit tout un tas de questions. Est-ce que, juste pour maintenant, on peut arrêter de vouloir changer ça? De vouloir le comprendre? De vouloir en faire une affaire personnelle? Ma rupture, mes enfants, c'est pas une affaire personnelle. Si j'arrêtais d'en faire mon problème, hein, comme on dit par exemple, j'ai une colère. Et si c'était l'arbre, il dit pas j'ai une tempête. C'est vrai. L'arbre, il y a une tempête qui passe. Et ben il y a une tempête qui passe. Nous, c'est une colère, c'est ma colère. Et plus je vais la ruminer, plus je vais avoir des raisons d'être en colère. Et plus je vais avoir des racines de colère, et plus je vais... Alors, si vous avez vu vice-versa, voilà, plus je vais exploser à l'intérieur de moi. Cette technique-là, au bout d'un moment, elle disait tout ça. Et puis, donc, c'est des questions en rafale pour le mental. Et la dernière question, c'est, est-ce que juste pour maintenant, vous pouvez être dans ce qui n'a pas besoin de ce problème pour être? Alors, ça fait des nœuds dans la tête. C'est bien. Mais ça fait tomber dans le cœur, en fait. Hein. C'est-à-dire que tout de suite, OK, je n'ai plus qu'à être. Et si je suis là maintenant, et j'ai appris moi à descendre dans ce cœur, à prendre l'ascenseur et à descendre. J'ai toujours eu mal à la gorge, je perds ma voix régulièrement. Je réfléchissais à ça hier en me disant, c'est marrant parce que si on me demande ma spécialité, je ne sais pas quelle question vous allez me poser, donc forcément je me suis posé 1 milliard de questions. Et quand je faisais de la thérapie, maintenant je fais plus du distanciel, mais quand j'avais les gens en face de moi, je disais, ma spécialité, c'est le cou. Pourquoi? Parce qu'en fasciathérapie, on a tout le temps mal au cou. Tout le temps. Tout le monde est bloqué du cou. Tout le monde a mal au cou. Et ça veut dire beaucoup. Oui. Et puis surtout, le cou, c'est ce qui nous bloque entre la tête et le cœur, en fait. Oui. C'est vraiment ce passage entre ma tête et mon cœur. C'est mon expression. Mais oui, si on débloque ce passage, eh bien voilà, on peut être juste dans le cœur. Et être juste dans le cœur,
Ben ça s'apprend et c'est pas si compliqué que ça. Donc moi j'ai développé tout un tas de choses et que je donne. Enfin je fais une newsletter où je donne beaucoup de contenu. J'ai une chaîne YouTube aussi où je donne beaucoup de contenu. Et c'est ce que j'appelle le câlin virtuel dans mon livre aussi notamment. Et c'est juste rien qu'en mettant les mains sur le cœur et en fermant les yeux, si je peux arrêter mon mental 2 minutes et même si je l'arrête pas, parce qu'on est en vrai, on n'a pas besoin de l'arrêter. Mais avec la méthode Sedona, je me suis vraiment rendu compte que il y avait quelque chose qui pensait en moi, mais que je pouvais l'observer. Si je peux observer mes pensées, c'est que je ne suis pas mes pensées. Donc je peux laisser ce blablabla courir tout seul. Ça se calme au bout d'un moment quand on l'attrape pas et qu'on n'en fait pas des nœuds et des bébés hamsters dans notre tête, parce qu'on les fait de nous-mêmes, les bébés hamsters, on se fait une colonie tout seul dans notre tête. Mais si je reviens là et que je lâche et que je peux observer, déjà en me plaçant en tant qu'observateur, je pense que on se met au niveau de notre âme, parce que le cœur, c'est pour moi l'endroit où l'âme vient se poser, vient se connecter, et plutôt que d'être en train de courir après notre âme toute la journée aussi, parce qu'on ne sait pas trop où elle est, cette âme. Et bon, et puis notre âme, c'est quand même un truc de dingue, mais c'est que ça aussi, je l'ai compris un jour, je me suis dit, mais je suis d'obédience catholique au départ, mais j'ai un peu lâché la peur qu'il y a derrière, parce que vous êtes des pécheurs, vous allez tous mourir. Oui, d'accord, mais bon. Mais ça, c'est ce qu'on nous enseigne. Voilà, c'est horrible, voilà, il faut faire repentance, il faut faire les chemins de croix à genoux, ok, bon, c'est gentil, mais bon, c'est pas tout à fait le message de Jésus, je pense, au départ. Et donc vraiment, voilà, si on revient dans notre cœur, j'ai perdu le fil de ma pensée du coup, il y a cet espace, oui, il y a cette âme. Et cette âme, on nous dit dans toutes les religions, et dans la nôtre aussi, qu'elle est éternelle. Mais éternelle, ça veut quand même dire qu'elle peut pas mourir. Et ça, quand on touche ça du doigt, vraiment, réellement, concrètement, et qu'on se dit qu'on peut être en contact avec une part de nous qui ne peut pas mourir, ben ça devient quand même aussi très intéressant, la vie. Parce que, pour moi, il y a vraiment 2 grandes clés. C'est ce passage de descendre dans notre cœur pour s'aimer nous-mêmes. Parce que tant qu'on attend que quelqu'un nous aime, c'est les contes de fées, c'est bien gentil. Ils se rencontrent, ils vécurent heureux et ils eurent beaucoup d'enfants. Alors déjà, beaucoup d'enfants, je ne sais pas si ça rend les gens heureux, mais bon, voilà, je pense que ça multiplie quand même les choses. Et puis, ils vécurent heureux. Moi, j'ai pas le mode d'emploi non plus, alors. Maintenant, on a Shrek quand même pour mettre un petit peu les pendules à l'heure chez les enfants et pour calmer un peu tout ça. Il y a vice-versa, donc je parlais juste avant aussi, qui est quand même aussi un conte contemporain, mais qui nous montre ce qui se passe dans nos têtes. Mais quand même, la princesse des contes de fées, il faudrait peut-être lui expliquer, et le prince aussi, que si on commençait par s'aimer soi-même, ça pourrait, voilà, les choses changeraient. D'ailleurs, il y a beaucoup de dessins animés, de contes, qui sont des grands classiques, qui sont aujourd'hui considérablement décriés dans leur construction. Ouais. Mais évidemment, il faut remettre ça dans le contexte de l'époque, début du 20e, etc. Et donc, si c'était initiatique, c'est-à-dire que c'est Jacqueline Kellen qui décrypte les contes de fées en disant que le prince, c'est le corps et que la princesse, c'est l'âme. Et donc là, on a une autre vision. C'est vrai, ça peut être vu sous cet angle, c'est vrai. Et notamment La Belle au bois dormant, c'est donc cette femme qui va dormir pendant très longtemps, le temps qu'il faut pour le corps de comprendre que son âme est là et qu'une fois qu'elle va comprendre que son âme lui appartient qu'on peut faire une alliance avec son âme, on va vivre une vie heureuse. Donc je pense aussi que c'était raconté autrement avant Disney. Mais voilà. Vous pensez que ça a été conçu de cette manière-là? Ah, je pense, oui. Ah bon? Ah oui, je pense vraiment. C'est la première fois que j'entends une analyse comme ça. Non, mais c'est intéressant. C'est pas moi, c'est Jacqueline Kellen. Oui, mais c'est hyper intéressant. Ah ouais, c'est génial. C'est-à-dire que ça change toute la lecture des contes de fées. Parce qu'à chaque fois, quand on parle de ces contes de fées, pour ouvrir cette parenthèse et la refermer, mais c'est tout de suite décrié par les néo-féministes, etc. Le prince charmant, pourquoi est-il ceci par rapport à la femme, etc., etc. C'est cette vision-là qu'on a au-delà et pas nécessairement celle dont vous parlez avec le corps et l'âme. Et le corps et l'âme. Et ça, revisiter les contes dans votre tête, c'est juste magique, en fait. Et ça change toute la lecture. Et donc, voilà, je pense qu'effectivement, le premier écueil et peut-être la première chose qu'on aurait à apprendre, parce que la vie, ça s'apprend, c'est à s'aimer soi-même. Parce que
attendre que quelqu'un d'autre nous aime, ça veut dire que l'autre a une responsabilité de dingue. Et puis ça voudrait dire que l'autre, il est tout le temps heureux pour déverser son amour en moi. Puis ça veut dire quoi de l'autre, en fait? Ça lui donne quelle responsabilité? Alors que si moi, je m'aime et si l'autre s'aime, bon, ben évidemment, on va friter. C'est le terme de Louis Fouché. Je sais pas si vous avez vu cette émission avec sa femme. Ça frite de temps en temps, mais on peut en faire quelque chose. Ça frite, mais on n'est pas en danger de mort parce que l'autre ne nous regarde plus de la même façon. Et ça change quand même déjà tout, en fait. Pour moi, en tout cas. Ça m'a changé ma vie. Juste une petite parenthèse. C'est ce que vous appelez un hamster? Le hamster, c'est ce qu'on a dans la tête. Non, mais c'est ce que vous appelez un hamster, ça? Oui, c'est une souris. C'est une tête de rat, quand même. Oui, je sais. Alors, une de mes patientes, elle se reconnaîtra, m'a offert un hamster. Ça, c'est un vrai hamster, on est bien d'accord. Voilà. Mais la souris, je trouve ça plus sympa. Bien sûr, Puis ça nous ronge. La culpabilité, la peur, tout ça, ça nous ronge de l'intérieur. Alors que le hamster, on n'a pas l'impression que c'est un problème. C'est vrai. Mais je l'ai quand même amené. Le fait d'avoir une symbolique comme ça avec les peluches, c'est votre méthode ou l'EFT permet ça aussi? Non, c'est vraiment c'est votre méthode. Moi, oui, c'est vraiment moi. Alors je suivais Isabelle Padovani il y a plusieurs années et elle avait des petites bagues avec des yeux. Et donc elle parlait des différentes voix à l'intérieur de nous. Et j'avais trouvé ça très frappant en fait de représenter les choses. Et on me dit qu'une fois que voilà, on a vu Yoda et qu'on l'a représenté, cette voix dans notre tête qui sait tout, hein. Oui, c'est ça. C'est ça qui est génial. Elle a lu tous les livres et plus on en a lu, pire c'est. Et elle se développe avec le temps. C'est pour ça qu'avec les enfants, c'est beaucoup plus facile aussi. Ça va beaucoup plus vite parce que leur Yoda est un petit peu moins développé. Il a moins de cheveux blancs derrière. Et voilà, et descendre dans le cœur. Dans le cœur, ouais. La deuxième chose vraiment super importante pour moi, c'est d'arrêter d'avoir peur de la mort. Oui. Parce que la mort est un passage et que on en a fait chez nous, hein, je pense que c'est quand même particulier au monde occidental. On a peur de la mort et on ne veut plus voir la mort, on veut plus voir la mort, on veut plus voir la maladie. On se coupe de tout ça. Mais voilà, la vie, elle arrête pas d'avancer. Moi, ce qui m'a toujours fait le plus peur dans ma vie, et à chaque fois il s'est passé des choses après, c'est quand j'étais très heureuse. Parce que quand on est très heureux, on sait que ça peut pas forcément monter plus haut et que ça va pas rester comme ça. Une fleur, quand elle est au maximum de son épanouissement, Certains vont dire que vous êtes presque réfractaire au bonheur. Je dirais pas ça, je pense que je suis plutôt réaliste. Parce que la vie, c'est des mouvements, c'est des passages. Dans la nature, on voit bien, ça fleurit, ça défleurit, mais c'est le fait, ça défleurit, ça meurt, mais c'est le fait qu'on accepte cette mort qui va nourrir le sol pour que ça puisse refleurir. Si on veut tout figer, ça va pas. Et moi, je me suis posé aussi la question, est-ce que je voudrais vivre éternellement? Quel enfer! Quel enfer! Ça voudrait dire 500 ans où je serais en petite école et où mes enfants seraient en petite école. Quelle horreur, déjà. 500 ans de puberté. Non, mais l'enfer, l'angoisse. Mais si vous pouviez choisir votre âge. Ah oui, mais avec des si, on fait beaucoup de choses. Mais bien sûr, bien sûr. Non, mais vous voyez ce que je veux dire. Mais même si on pouvait choisir notre âge, si je pouvais choisir mon âge, ok, j'imagine. Vous choisissez votre âge et on bloque à cet âge. Et on bloque, mais on s'ennuie au bout d'un moment. C'est comme les vacances. Si les vacances c'était tout le temps, on s'ennuierait. Il faut que ça bouge, il faut qu'il y ait un arrêt à ça pour qu'on en prenne justement le goût. Et la vie a un goût, mais je pense que l'après-vie aussi a un goût. Et c'est ça qui est magique. Et c'est ça qu'on touche du doigt quand on arrive à être en contact avec cette part de nous qui est éternelle. Et il y a un moment où je me suis dit, mais ça doit être encore mieux de l'autre côté. Alors, il y a beaucoup de thérapeutes qui ont cet appel vers l'ailleurs, nostalgie de l'ailleurs au départ, puis on touche cet ailleurs et puis on se dit, bon, voilà, quand vous voulez, hein. Et en même temps, de l'autre côté, on vit pas les mêmes choses. C'est pas aussi intense. On n'a pas d'émotion et on n'a pas de corps. Alors, il n'y a pas de douleur et il n'y a pas de tristesse, mais il n'y a pas de joie intense non plus. Et on peut pas goûter ce que c'est que d'être un humain, en fait. On peut pas serrer nos enfants dans nos bras. Et ça veut dire que, et pourtant, les témoignages, ceux qui nous décrivent cet après, cet ailleurs, nous disent ça n'est qu'amour. Ça n'est qu'amour. Oui, ça n'est qu'amour. Donc, ça n'est qu'un sentiment tout à fait. D'amour. Tout à fait. Et je pense que c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on accepte de choisir nos vies.
parce que je pense qu'on choisit nos vies, qu'on choisit les grands éléments, notre matrice, nos parents. On va choisir les grandes histoires d'amour, les grandes séparations, nos enfants. Mais quand on est de l'autre côté, tout a l'air facile. Puisqu'on n'a pas de bras, on n'a pas de sentiments, on n'a pas on sait pas ce que c'est que de souffrir, en fait. Donc, ça a l'air hyper facile. Mais je pense que de l'autre côté, on ne peut progresser qu'en venant ici. Et donc, pour moi, mais c'est mon pari, j'ai vécu à Rouen 17 ans. Pas la ville la plus ensoleillée du monde, mais bon. Où avait vécu, il y a très longtemps, notre ami Pascal. Il n'y avait pas la télé, il n'y avait pas les ordinateurs, il devait s'ennuyer, hein, le pauvre gars, ou pas d'ailleurs. Je pense que c'était quelqu'un d'extrêmement intelligent, hein. Il a inventé la première machine à calculer et plein d'autres choses. Mais il a fait un pari. Le pari de Pascal, c'est de dire, voilà, je sais pas si Dieu existe ou s'il n'existe pas, et on saura jamais en vrai. Parce que je peux parler à des médiums, je peux parler à tout un tas de gens, mais ça sera toujours une expérience extérieure. Donc, il y a ce que je ressens, il y a les expériences que moi je fais. Mais, voilà, je saurai jamais. Donc, j'ai le doute. Dans ce doute, donc ça, c'est Pascal qui dit ça, hein, dans ce doute, je peux faire un pari. Je peux faire le pari de Dieu ou le pari de pas Dieu. Soit Dieu existe, soit Dieu n'existe pas. Nous, maintenant, on a les licornes, les dragons, les extraterrestres. Ouais, il aurait eu plus de boulot. Mais, voilà, lui, c'était un peu plus binaire. Et il dit, je préfère la vie que je mènerai si je décide que Dieu existe. Et moi, j'ai fait ce pari aussi à un moment, c'est-à-dire, et c'est le pari que j'invite les personnes qui viennent me voir à faire aussi, c'est de dire, OK, on ne sait pas s'il y a rien après, mais au pire, s'il y a rien, c'est pas très grave pour nous. C'est sûr. C'est pour ceux qui restent, c'est toujours compliqué. C'est pour ceux qui restent. C'est sûr. Mais si, moi, en tant que personne qui suis ici dans la 3D, je me fais une représentation de ce qu'est la vie maintenant et de ce qu'est la vie après, et que cette représentation m'aide à vivre la mort de mes proches et m'aide à accepter la mienne aussi, parce que c'est quand même pas évident d'imaginer un univers où je ne serais pas. La physique quantique dit que ça n'existe pas. Tant mieux. C'est rassurant. Ou pas. Mais bon. Donc, voilà. Moi, c'est mon pari. Et je trouve que, parce que pour avoir vu beaucoup de patients et pour être quelqu'un de très rationnel. Oui, ça se sent, ça s'entend. Je suis quelqu'un de très rationnel au départ. Donc, je veux tout prouver, tout me prouver, tout m'expliquer. Mais il y a un moment où c'est beaucoup, enfin, on ne se prouve pas nos peurs. C'est-à-dire que je dis souvent que on devrait, pour faire un bon film d'horreur, un vrai bon film d'horreur, il faudrait prendre 3-4 mamans, les enfermer dans une salle, ne pas leur donner de nouvelles de leurs enfants et leur demander des scénarios possibles de ce qui pourrait arriver à leurs enfants. Parce qu'on a trop d'idées, en fait. D'où ça sort, ça? Mais qu'est-ce qui sortait de ce corps? Parce que justement, je suis une maman et je me suis imaginé tellement de choses. Oui. Et mes enfants ne m'ont pas trouvé là où je les attendais. Justement, toutes ces peurs, on dit que 90% de nos peurs, moi je pense que c'est 99% de nos peurs, ne sont pas réelles et n'arriveront jamais, en fait. Mais ces peurs, on les nourrit. On les nourrit. C'est vrai. On les nourrit. Et on ne se pose pas de questions, juste on les nourrit. On les nourrit. Mais si on revient ici et maintenant, et c'est ça la magie pour moi de l'EFT, c'est que, pour ceux qui connaissent pas, c'est vraiment, dans la première ronde, on se reconnecte au moment présent. Parce que rien d'autre n'existe que ce moment présent. Rien. Ni le passé, ni le futur. Et ce moment présent, dans ce moment présent, on peut toucher l'éternité. Et ça, c'est magique. Et dans la première ronde de EFT, on dit ça, on dit, même si n'importe quoi, même si j'ai peur, même si je suis triste, même si je ressens une colère, même si j'ai peur pour mes enfants, même si j'ai tout ça dans la tête, même si ma tête, elle fume là, je m'aime. J'ai la possibilité de me reconnecter. Même si tout ça, je m'aime. Je fais ça parce que c'est une ronde simplifiée que j'aime bien, qui est facile à faire et qu'on peut faire partout, tout le temps. Je m'aime. La ronde numéro 2, ça va être la discussion entre ma tête et mon cœur. Donc, je vais discuter. Oui, mais j'ai peur parce que les mamans, elles ont plein d'idées. Hein, donc, voilà. Et le cœur, il va pouvoir dire, et ça, c'est vraiment une question qui est sortie, à force que ça ne fonctionne pas en face de moi, parce qu'en EFT, moi, ce que j'ai appris aux États-Unis, c'est vous tapotez sur le négatif, au bout d'un moment, il s'arrête, il disparaît tout seul. Les Américains sont pas comme nous, hein, vraiment. Parce que ce qui marche aux États-Unis ne marche pas ici.
Et ça, moi, je l'ai vu. Ah, vous l'avez expérimenté. Oui, je l'ai expérimenté en cabinet, en tout cas. Et donc, je me retrouvais avec une boîte de Pandore énorme, des gens qui voudraient... Mais alors, ils me disaient, mais si, maintenant, j'ai peur. Et puis, alors, j'ai peur de plein d'autres choses. Au secours. Je prenais le téléphone. Céleste, au secours, en pleine séance, je fais quoi, là, moi, maintenant? Parce qu'il y a quelqu'un qui va sonner après, donc je fais quoi? Et donc, voilà, c'était vraiment... voilà, c'était l'angoisse. Et puis, un jour, face à quelqu'un, je lui ai dit, mais est-ce que c'est vrai maintenant? Est-ce que vous pouvez vous le prouver? Et ça l'a désarmé. Déjà rien que la question. Je ne sais pas d'où elle est sortie, hein. Je ne dirais pas qu'elle est sortie de moi, je ne sais pas. Voilà. En tout cas, elle est sortie. Et cette question, elle enraye la peur. Parce qu'on peut revenir ici et maintenant. Redites la question. Est-ce que c'est vrai maintenant? Est-ce que c'est vrai maintenant? Est-ce que vous pouvez vous le prouver? Est-ce que vous pouvez vous le prouver? Est-ce que c'est vrai maintenant qu'il est en train d'arriver plein d'horreurs à mon enfant? Est-ce que je peux me le prouver? Est-ce que c'est vrai maintenant que... Je crois que cette question, je l'ai eue. Mais ça veut dire qu'à partir du moment où vous pouvez répondre à cette question, qui va évidemment engendrer un non. Alors, pas toujours. S'il est 2h du matin et que vous êtes face à quelqu'un qui a un couteau, vous pouvez prendre le temps de tapoter et de vous poser la question. C'est ce qu'on appelle une vraie peur. Je vous déconseille de faire de l'EFT à ce moment-là, en vrai. C'est sûr, c'est sûr. Non, mais ce que je veux dire, c'est que si on prend l'exemple d'une maman ou d'un papa qui a peur pour ses enfants. Toutes nos peurs sont irrationnelles, oui. Toutes. Évidemment que ça va engendrer un non à la question que vous posez. Et oui, et c'est se rendre compte justement que s'il est 2h du matin et que j'ai peur, la peur, elle est magique, c'est ma meilleure amie. Parce que j'ai des super pouvoirs quand j'ai peur. Je vais voir à 360 degrés, mais flou, et je vais pouvoir courir ou me battre. Moi, je cours. Hein. J'essaye même pas de me battre. On dit qu'une maman peut soulever une voiture. C'est vrai. Dieu merci, je n'ai pas eu à essayer. Mais on dit des choses comme ça. Ça nous donne des super pouvoirs. De façon très courte, mais ça nous coupe de notre néocortex, donc on peut plus réfléchir, on devient un animal, et un animal un peu sanguin, et on se coupe de notre immunité. Alors c'est très bien s'il est 2h du matin et qu'on me court après, mais si c'est toute la journée parce que je pense à mes enfants, ou si c'est toute la journée parce que je pense à mon avenir, ça va pas du tout, en fait, et c'est pas du tout la bonne attitude à avoir. Donc, mais je pense que la peur m'a accompagnée longtemps dans ma vie. Je suis quelqu'un qui avait très, très peur. Je suis d'une famille où on a peur, comme dans beaucoup de familles, parce que, comme disait Dawson Church, ça vient de l'homme des cavernes. Gudrun, quand elle partait pour aller chercher de l'eau, si elle faisait « Ah là 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 là, ah tout est joli, tout est beau, oh le gros chat », ben, elle revenait pas avec de l'eau. Et si sa sœur ou son frère, va être sexiste, allait chercher de l'eau et que elle avait peur ou qu'il avait peur, eh ben c'est ces gènes-là dont on hérite. C'est les gens qui ont le plus peur qui survivent. Donc, cette peur, elle existe. Et je pense vraiment qu'il s'est passé quelque chose dans notre génération et que on veut plus survivre. Parce que survivre, on a les clés. C'est facile de survivre. Mais on a peur. Ça va avec la peur, en fait. Mais si on se pose cette question, pour toutes les peurs qu'on a au quotidien, la réponse est toujours non. C'est comme dans l'école des fans. Toujours. Dès qu'on peut se poser la question, la réponse est non. Et si je peux me poser la question et que la réponse est non, je vais revenir ici et maintenant. Et si j'arrive à revenir ici et maintenant, c'est gagné. Parce que soit je choisis de nourrir la peur, ça, vous n'avez pas besoin de moi, vous pouvez y aller. Soit je choisis de nourrir la confiance. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, on se pose aucune question, on nourrit nos peurs. Donc nos croyances négatives, on les nourrit, on les nourrit. Mais on ne nourrit pas les croyances positives, notre pari de Pascal. Et c'est ça que j'aime bien accompagner les gens à faire et que j'ai fait pour moi. C'est-à-dire que mes croyances qui sont là, qui sont sous-jacentes et qui sont latentes, eh ben, si je les nourrissais un petit peu tous les jours, si j'allais les voir tous les jours et que je me disais, bah, ouais, et si c'était vrai? J'en sais rien si c'est vrai, mais si c'était vrai. Et puis, il y a un moment où il y a une bascule qui se fait. Au début, quand je faisais la méthode Sedona, cette espèce de rafale de questions qui amenait à ce point zéro, j'avais l'impression pendant quelques secondes dans ma journée que ma journée s'éclairait. L'impression que c'était tout noir et puis boum, il y avait une lumière. Et puis j'étais dans ce moment présent. Maintenant, c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire que de temps en temps, j'y suis plus dans cette espèce de lumière et de moment présent parce que je suis dans l'agitation, je suis dans autre chose et que je suis dans cette tour de contrôle. On est tellement dans nos 5 sens, dans notre tête et dans notre tour de contrôle. Mais on est comme dans Barbe Bleue, Sœur ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir? On a cette posture, on est complètement déséquilibré, on n'est pas ancré. Dès qu'on se remet dans notre cœur, on sent qu'on est connecté à la terre et qu'on est porté et par la terre et par le ciel. C'est vraiment une posture d'ancrage et ça se fait tout seul en fait. Et pour moi, la connexion se fait dans le cœur. Vous avez
vous avez repris, alors dans les personnalités qui vous ont évidemment considérablement inspiré, il y a un Joe Dispenza, évidemment, incontestablement, que tout le monde connaît. Le grand Joe. Et vous reprenez une phrase d'ailleurs de lui qui dit concentrez-vous sur le but, mais pas sur le comment. Ça aussi, c'est intéressant. Oui, parce que généralement, quand on veut réaliser quelque chose, on va se dire pour faire ça, il faut que je passe par ça. Et on a toute une idée de tout ce qu'on veut, tous les détails. Alors moi, j'étais la pro de ça. Hein. À 20 ans, ma vie était réglée sur les 10 prochaines années. Voilà, je savais où j'allais partir en vacances, ce que j'allais faire. Voilà, j'étais vraiment dans le contrôle. Puis la vie m'a envoyé quelques claques. On y reviendra tout à l'heure. Bon, voilà. Et j'ai appris que on peut programmer plein de choses. C'est pas forcément ce qui va se passer. Quand j'ai entendu ça de la part de Joe Dispenza, je me suis dit, mais ça veut dire quoi en fait ? Ça veut dire que c'est si simple, je veux quelque chose et je vais juste imaginer le but. Eh ben ouais, je l'ai fait parce que j'aime bien expérimenter. Donc je l'ai fait. Concrètement, sur quoi par exemple ? Sur plein de choses. Une des premières choses qui me vient en tête, c'est... l'homme qui a partagé votre vie ? L'homme qui partage ma vie actuellement, alors c'était... Je sais pas si je connaissais déjà Joe Dispenza, mais là ça s'est fait un peu de la même façon. C'était la même idée en fait. J'étais à un cours de Dawson Church aux États-Unis et puis j'avais dû partager mon histoire. Je me rappelle pas du tout en fait. En tout cas, le soir dans le lobby, il y a 4 femmes américaines qui s'assoient en face de moi et qui me disent bon toi, c'est absolument pas normal que tu sois célibataire. Ok. Donc tu vas prendre un stylo et un papier et tu vas écrire. D'accord. Et elles m'ont fait écrire sous la dictée. Je remercie l'homme de ma vie, je remercie l'univers de mettre sur mon chemin l'homme de ma vie et que je le reconnaisse. Et j'aimerais qu'il soit. Et là, elles m'ont dit, tu fais ta liste. Donc, j'ai fait ma liste. Comme j'aime souvent à le dire, je n'ai pas précisé qu'il aime faire de la cuisine. La cuisine, ouais. Mais tout le reste y était. Bon, pas de bol, il fait pas la cuisine. Et non, il fait pas la cuisine. Non, pas de bol. Enfin, c'est sûr, pour ce coup-là, ça n'a pas marché. Mais il s'avère que... Alors, c'est un peu faux et je dois quand même lui reconnaître. Lui, il adore qu'on lui donne une recette à faire et il va la faire. Bon. Mais c'est vrai que dans le quotidien, ni l'un ni l'autre, on aime faire à manger. Donc voilà. Mais bon. Et donc, elles m'ont dit, maintenant, tous les jours, tu vas prendre un moment, tu vas mettre les mains sur le cœur et tu vas te concentrer sur cette image de cet homme. Visualisation. Voilà. Et le ressenti. La visualisation suffit pas. Pour moi, c'est vraiment le ressenti. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu ressens si tu étais dans les bras de cet homme? Je me suis dit, c'est complètement débile. Je leur ai dit d'ailleurs. Mais j'ai jamais eu leur adresse, donc j'ai pas pu leur écrire pour leur dire que j'avais rencontré quelqu'un. Et je l'ai fait pendant 2 mois. Tous les jours. Tous les jours. Tous les jours, je faisais ça. Et alors, ce qui était assez magique, c'est que déjà, ça fait du bien. Même s'il y a personne, c'est que elles m'ont piégée à m'aimer moi-même, en fait. C'était un des premiers pas vers moi aussi. J'étais en train de... Parallèlement, j'étais aussi en cours de méthode Sedona, mais j'avais pas encore fait ce switch à l'intérieur de moi. Mais ça y a participé, j'en suis sûre. Et donc, tous les soirs, je m'imaginais, et alors il y a des moments où je me disais, c'est trop triste parce que je suis sûre qu'il n'existe pas et qu'il me cherche pas. Ça, on reconnaît, c'est notre ami Torv. Ok, pas le vrai Yoda. Et puis par moments, vraiment, je ressentais ça et je me dis, mais et si vraiment il me cherchait, mais ça serait magique, ça serait chouette, ça serait cool en fait, parce qu'on imagine qu'on cherche quelqu'un, mais on n'imagine jamais que l'autre vous cherche aussi. Est-ce qu'au moment où vous êtes dans cette configuration-là, c'est-à-dire que vous vivez l'instant parce que vous le visualisez, vous projetez en conscience et vous faites des trucs, est-ce que vous y êtes réellement en conscience ou est-ce qu'il y a un effort? Alors, il y a un effort. Il y a un effort pour descendre, se dire, voilà, qu'est-ce que ça ferait? Et il y a des fois, on n'y est pas du tout. Il y a des fois, on se dit n'importe quoi et le cœur bat à 3000 à l'heure et on se dit, ouais, bon, allez, je vais répondre à mes mails et puis voilà. Comme en méditation, hein. Oui, non, mais bien sûr. Exactement comme en méditation. Okay. Et puis, il y a des moments où, boum, ça arrive. Et puis, 2 mois après, on s'est rencontrés et voilà, et on partage notre vie ensemble. Alors, 2 mois après, comment vous le rencontrez? Comment il vous arrive? Parce que moi, c'est cet instant-là que je veux savoir. C'est-à-dire, le fait de se dire, vous l'avez tellement visualisé, vous l'avez tellement souhaité, tellement désiré, que le mec déboule à un moment donné et vous savez que c'est lui parce qu'il ressemble
trait pour trait, alors que vous ne connaissez rien de lui, de pourquoi, du comment, du truc. Évidemment, c'est la première fois que vous le voyez. Alors, j'avais pas mis d'image sur le visage. Ah, il n'y avait pas de physique. Il n'y avait pas d'image. Moi, ce que je voulais, c'était un ressenti. Donc, je voulais un ressenti et je voulais certains traits de caractère. Et il se trouve qu'il y avait une librairie pas très loin de chez nous. Et mon mari travaille dans les livres. Et moi, j'allais souvent dans cette librairie. Et donc, on s'est rencontrés dans cette librairie. Lui, il travaillait, mais la personne qui travaillait avec lui lui a demandé de s'arrêter 2 minutes parce qu'elle vendait des livres à quelqu'un. On s'est parlé, on s'est dit, bah tiens, on va aller prendre un verre. Voilà. Mais vous saviez, là? Non. Ah non. Ah, d'accord. Donc, vous ne saviez pas que c'était lui? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Non, il n'y avait pas écrit, c'est lui, attention. Ça peut. Voilà, ça aurait pu. Ça aurait pu. J'aurais bien aimé. C'est Notting Hill. Comme dans les jeux vidéo. Avec l'ampoule, ou l'ampoule qui s'allume. Non, mais vous voyez ce que je veux dire? J'aurais adoré. D'accord. Mais non. Mais alors, à quel moment? Et ben après, on s'est revus. Et donc, de fil en aiguille. Et puis, voilà. Et là, vous constatez que ça correspond à ce que vous vouliez. Que c'est une évidence. Et que, voilà. Mais bon, après, c'est une évidence, mais comme dans tous les couples, ça frite. Comme dans tous les couples, il y a des hauts et des bas. Bien sûr. Mais oui, ça devient une vraie évidence. D'accord. Et donc, voilà. Et vous lui racontez ça? Et je l'ai raconté après, oui. Et il a pas vrillé. Il s'est pas dit. Alors, faut d'abord savoir que notre première vraie rencontre, donc c'était dans un café et ça a duré 1 heure, mais on s'est re-rencontrés 15 jours après. Et ce jour-là, c'est pour donner une idée des mondes différents quand même qui nous séparaient. Pendant 15 minutes, il me parle d'un livre qui va sortir. On était en 2010, on était fin 2010. Et il me parle d'un livre qui va sortir sur 2012. Et pour moi, 2012, comme pour le monde entier, pour moi et pour le monde entier du développement personnel, c'est la fin du monde. Je me dis, ah, génial, ta maison d'édition va sortir un livre là-dessus, mais c'est extraordinaire, c'est génial. Et il me dit, oui, enfin, je vois pas en quoi c'est génial, enfin, c'est normal. Bah non. Et en fait, on comprend que lui, il me parle des élections présidentielles et moi de la fin du monde. On a eu beaucoup de discussions comme ça quand même. Donc voilà, mon univers n'était pas le sien, mais voilà, il m'ancre dans la 3D. Je pense qu'il vraiment, il participe au fait que j'ai arrêté de vouloir m'extraire aussi de cette 3D. Et puis moi, je lui ouvre d'autres perspectives. Comme par exemple, pour donner un autre exemple, alors il y a 2 autres exemples qui me sautent aux yeux. Le premier, c'est on vivait à Rouen donc et on a eu Lubrizol nous avant le Covid. Lubrizol, c'est un choc, une usine qui prend feu à 400 mètres du centre-ville. Un énorme nuage noir et la moitié de la population qui quitte la ville, l'autre moitié qui reste. Nous, on a fait partie de ceux qui sont partis. Et donc déjà, ça a coupé la population en 2, les lâches qui étaient partis, et ça nous a rappelé quelque chose. On était entraînés, nous, déjà, un petit peu pour ce qui se passait après. Bref. Et on est revenu dans une ville qui sentait la station essence pendant des mois. Ça a quand même été un truc... on en a parlé pendant à peu près 2 heures, et puis Jacques Chirac est mort. Et il a pris, même nous, on n'avait plus aucune nouvelle de ce qui se passait dans notre ville. Bien, paix à son âme, mais voilà, c'était quand même un petit peu... Ce nuage est arrivé en Belgique, quand même, de Rouen à la Belgique. C'était pas un tout petit nuage. Ça a été vraiment quelque chose d'assez fort. Ça, c'était en septembre. Et puis, en novembre, un jour, je me réveille et je dis à mon mari, il était un peu habitué, mais pas complètement, bon, il faut que d'ici fin février, début mars, donc 2020, je puisse quitter mon local où je travaillais. J'avais un local où je travaillais en présentiel avec juste mon ordinateur. Il me dit, mais ça veut dire quoi? Tu veux vendre? Tu veux louer? Parce que j'étais propriétaire de mon local. Tu veux vendre? Tu veux louer? Tu veux sous-louer? Tu veux faire quoi? Ah oui, c'est vrai, c'est une bonne question. Donc je commence à me poser les mêmes questions. Je commence à faire des grands tris, à ramener des choses chez moi. Et mars 2020. Et mars 2020. Et mars 2020. Et là, je me réveille. Covid. Et je dis à mon mari, te rappelles ce que je t'avais dit? On va aller chercher mon ordi. Ça, c'était marrant. Il y a février 2023, donc j'allais déménager à Nantes. Et je cherchais un cabinet à louer. On avait trouvé notre maison, je cherchais un cabinet à louer dans un premier temps en centre-ville. Et je voyais que des petits des cabinets style Ikea avec une fausse plante verte.
pas ce style-là. Moi, c'est plus ce style-là chez moi. Voilà, j'ai besoin de couleurs et de. Voilà, là, c'était très neutre, très cliché. Et j'appelle une amie avec laquelle voilà, c'est une retrouvaille d'âme et on travaille beaucoup ensemble depuis. Et qui accessoirement est médium, mais je l'appelle pas pour ça. Et je lui dis, j'en peux plus, j'ai pas envie de partir. Enfin, je râle quoi contre la vie. Et je lui dis, je me vois vraiment pas travailler à Nantes. Je vois pas où je pourrais travailler à Nantes. Tout est moche. Bon. Oui, bah oui. Ami nantais. Oui, voilà. Une pensée pour vous. C'est faux en plus. Et j'ai été très bien accueillie par Nantes, donc c'est faux. Et voilà, mais c'était mon ressenti à l'époque. Et elle me dit, c'est parce que tu vas pas travailler à Nantes. Je dis, ah bah, c'est très bien, comme ça je pars pas, ça m'arrange, tout va bien. Je reste avec mon fils qui restait à Nantes, restait à Rouen pour faire ses études secondaires. Et secondaire, n'importe quoi. Il me dit, pardon, pour faire maths sup et MPSI. Le temps que je comprenne les sigles, il a déjà changé de niveau. Mais bon, bref. Et elle me dit, mais c'est parce que je vois des arbres autour de toi. Je dis, non, pas la forêt. Et au moment où elle me dit ça, moi, je vois une plage. Je dis, mais tu vois pas une plage? Elle me dit, non, je vois pas de plage, mais je vois une forêt. Mais c'est bien la forêt. Je dis, non, je déteste la forêt, ça m'angoisse. Je n'aime pas du tout la forêt. Ah bon? Et ça fait partie des choses que je travaille, mais j'aime pas du tout la forêt. La forêt m'angoisse. J'ai besoin de voir loin. J'ai grandi à Tahiti, j'ai besoin de voir loin. Il faudrait quand même en connaître la raison, ça serait intéressant. Oui, alors il y a quelque chose qui s'est passé quand je suis rentrée en France, c'est que déjà j'ai vécu au 6e étage, donc très déconnectée. À ce moment-là, je me suis déconnectée de beaucoup de choses. Et surtout, à chaque fois que j'allais en forêt, je revenais avec des tiques sur moi. Ah bon. Je suis un aéroport à tiques. D'accord, donc il y a du trauma. Voilà. Okay. Et du coup, j'y travaille. J'ai même je fabrique des sprays anti-tiques qui fonctionnent très très bien. Donc voilà, je refais à Miami avec la forêt. J'adore les arbres, mais un à un. Bref, mais elle voyait des arbres et moi je voyais une plage et donc je me suis dit, moi, ta forêt tu la gardes, moi je garde mes arbres, je garde ma plage. Et donc tous les jours j'ai fait ce que disait Joe Dispenza. Joe Dispenza il dit, on garde le but. Donc j'ai gardé cette plage. Bon, Joe Dispenza il dit, vous gardez le but, mais vous faites pas rien. On n'attend pas comme ça en fait. On fait pas rien. Donc le soir j'ai dit à mon mari, on n'avait pas déménagé encore. Hein. Il me dit que je suis un petit peu rapide, il paraît. Je lui dis, bon, écoute, je ne vois pas travailler dans Nantes. C'est vrai que je me voyais de plus en plus animer des retraites. Donc, j'aimerais bien qu'on regarde un peu les maisons à louer près de la mer à 1 heure de Nantes. Il me dit, pas de problème, on fera ça en 6 mois. Ça, dans 6 mois. Ah oui, non, pardon. C'est maintenant. C'est maintenant, oui, voilà, c'est maintenant. Donc, je dis, ben non, dans 6 mois, toi, tu seras bien installé dans ton travail. Et je te rappelle qu'on part quand même pour toi. Enfin, voilà, je suis thérapeute, mais je ne suis pas parfaite. Hein. Vous pouvez demander à mon entourage, il n'y a pas de problème. Et donc, on commence à regarder des maisons à louer. Et il me dit, écoute, ce que je te propose, c'est que tel week-end, on amenait un camion régulièrement à Nantes. On avait déjà trouvé notre maison. Donc, on amène des choses à Nantes. On va visiter quelques maisons vers Pornic, etc. Mais on accepte aussi une invitation qu'on a à tel endroit. Et donc, on y va. Et quand on arrive, donc pas les maisons qu'on a vues à louer, ça n'allait pas du tout. Mais en revanche, cette invitation, ça a été une reconnaissance, c'est-à-dire que on est arrivé en avance, ce qui est rare. Et la première plage, la plage qui est à 3 minutes de la maison, ne ressemble pas du tout à ça. Mais en revanche, c'est un mélange entre Tahiti et Sedona. Et pour moi, ce sont 2 lieux magiques. Mais à quelques minutes, à 8 minutes à pied, donc à quelques minutes en voiture, on est allé voir une autre plage. Et j'ai dit à mon mari, c'est la plage que je vois tous les jours en méditation. Donc il m'a dit, ah ok, on va chercher dans la ville. Et la personne qu'on allait voir mettait sa maison en vente. Enfin voilà, ça s'est fait d'une façon incroyable. Je n'étais pas sûre de vouloir cette maison parce que même c'était trop facile, trop rapide, ça m'a fait peur. Et donc, j'ai fait ce que demande Joe Dispenza. Il dit, demandez un signe à l'univers, choisissez ce signe. Ce qui est triché pour moi. Parce que, bien sûr. Voilà. Par définition, si on cherche quelque chose. Et je me dis, je vais me la jouer. Je crois que j'allais à un séminaire de Joe Dispenza à Paris, au Grand Rex, juste après. Donc, je me suis dit, je vais quand même appliquer ce qu'il propose. Donc, je me suis dit, chouette. Le signe, ça sera chouette. Bon. Premier jour, rien du tout. Je me dis, ouais. T'as bien fait de faire ça, comme ça tu mets encore plus dans la panique. C'est parfait, magnifique. Donc je me connecte quand même et
je ressens que cette maison est quand même très positive. Mais bon, j'attends quand même ce signe. Et je demande à mon mari le lendemain matin, pour toi, cette maison, elle est comment? Et il me dit, bah, je la trouve quand même plutôt chouette. Chouette. Il dit jamais ça. C'est mon mot, mais c'est pas son mot. Lui, il m'aurait plutôt dit, voilà, elle est bien, elle est fonctionnelle, elle est ceci, elle est cela, elle est extraordinairement bien placée, mais Donc, il est plus carré. Il me dit, elle est chouette. Donc, je lui dis, c'est le signe que j'attends pour déclencher, voilà, qu'on aille vers cette maison. 1 heure après, il vient me voir, il me dit, je viens d'avoir ma supérieure au téléphone. Elle m'enlève une librairie. Cette librairie s'appelle La Chouette. C'est pas possible. Je lui dis, ouais, enfin, on te l'enlève. Il me dit, oui, mais pour moi, c'est bien, parce que c'est moins de travail, donc c'est toujours ça de prix. Ok, mais bon, quand même, je sais pas. À midi, on mange avec des amis, et il me dit, va dans les toilettes des hommes. Je dis, ça va pas bien. Non, je me retiens, tu me connais, mais si c'est la catastrophe dans les toilettes des femmes, je ne vais pas. Mais Agnès, sois pas pénible, va dans les toilettes des hommes. Bon, je finis par y aller, il y avait une chouette empaillée. Ça ne se voit pas souvent dans les toilettes des hommes. Bon, mais je suis quand même un peu pénible, donc ça me convient quand même pas tout à fait. Je dis à mon mari et à mon fils qui étaient là, je vais taper chouette et Pénétin sur Internet. Il me dit, parce que tu crois que tu vas trouver quelque chose? Pénétin. C'est le lieu. C'est le lieu. C'est le lieu. Il me dit, mais c'est n'importe quoi. Je dis, je sais pas, hein, voilà, si mes guides, c'est ça qu'on me demande d'eux, eh ben, il y aura quelque chose. Oui, bien sûr. Hein. Bon, voilà. Eh bien, il y a une chanson chantée par des surfeurs qui s'appelle, alors je sais plus comment s'appelle le groupe, je crois que c'est Surfing Pénétin, le groupe, ou La Chouette, le groupe. Ouais, La Chouette, c'est le groupe, et ils ont chanté Surfing Pénétin. C'est pas la chanson de l'année. Mais elle existe. Et le lendemain, là, ça a été l'apothéose, on arrive chez une tante de mon mari, et elle avait un bol, mais qui était tourné avec 2 oreilles. Et je dis, oh, bah, c'est quel animal? Elle me dit, bah, c'est une chouette, évidemment. Pourquoi tu demandes? Je dis, bah, pourquoi c'est évident? Et elle me dit, bah, regarde. Et elle m'invite à me retourner. Elle collectionne les chouettes parce qu'elle en a recueilli une qui venait la voir après régulièrement. Et je me suis retrouvée devant un mur de 60 chouettes. Bon, ça va aller là en termes de... Ouais, c'est ça, c'est ce que m'a dit mon mari. Il m'a dit, t'arrêtes d'embêter l'invisible là ou bon, ça là va... Vous avez eu la réponse à la question que vous... On a dit oui, c'est bon, c'est bon. C'est extraordinaire. Non, je trouve que c'est absolument fascinant. Et je suis pénible même avec l'invisible. Mais c'est quand même, c'est assez fantastique de voir. C'est plein d'espoir, je trouve, que d'entendre des récits comme ça. Parce que quand on connaît évidemment votre histoire, on n'a pas parlé de toute la première partie de votre vie, mais vous avez grandi à Tahiti, il y a évidemment cette enfance, malgré le fait que vous soyez à Tahiti, compliquée, parce que vous êtes profondément, vous parlez de tristesse, de nostalgie, de mélancolie, de dépression de votre maman, etc., qui ne voyait que par Paris alors qu'elle se retrouve à Tahiti avec vous. Et puis il y a évidemment ce drame que vous avez connu avec votre premier mari. Donc je trouve que là, aujourd'hui, il y a un sursaut, un rebond dans votre vie que je trouve assez fascinant quand même. Je trouve que la vie vous met quand même des petits cailloux blancs, quoi. Oui, c'est clair. C'est clair, et je me sens très protégée, très entourée. Et presque privilégiée quand même. Oui, complètement. Oui. C'est pour ça que je me sens très privilégiée. Et c'est même à envier, quoi. Oui. Peut-être, sûrement, oui. Non, mais c'est vrai. Vu de l'extérieur comme ça. Oui. Et c'est là, et vous dites d'ailleurs une phrase, vous dites, si moi je l'ai fait, n'importe qui peut le faire. C'est ce que je pense. C'est ce que je pense, parce que c'est ce que je vous disais, c'est d'abord aller à l'intérieur de soi, rallumer la lumière qui est à l'intérieur, et juste se connecter, en fait, pour être. Et arrêter d'avoir peur de la mort. Arrêter d'avoir peur de la mort, parce qu'on peut pas vivre si on a peur de la seule certitude qu'on a en venant sur cette planète. C'est quand même la seule chose qu'on sait, même pour nos enfants. On ne sait pas ce qui va arriver à nos enfants. La seule chose qu'on sait pour nos enfants, c'est qu'à partir du moment où on leur donne la vie, il y a un moment où ça va s'arrêter. Donc, soit on choisit de ne plus vivre, parce que c'est ça, en fait, d'avoir peur, c'est d'arrêter de vivre. C'est qu'on se met en survie, on est en apnée en permanence. Soit, on revient en permanence dans cette ressource, ce refuge, et qui est tellement magique.
cette maison à l'intérieur de nous et qui est connectée à tout et à l'invisible. Et la médecine, la physique quantique nous amène vers ça aussi. Donc, voilà. Donc, certainement que ce que j'ai vécu m'a aussi ouvert cette porte énorme vers cet autre monde. Mais je pense que voilà, la mort, elle fait partie de la vie de tout le monde. C'est en ça que je dis ça. Je me suis posé juste une question et je me permets de vous la poser. Si vous ne souhaitez pas y répondre, vous avez le droit, bien entendu. Votre mari qui est décédé, le premier mari hein, que vous avez eu, qui est décédé d'une tumeur cérébrale. Oui. Vous avez les signes de lui? Oui. Oui, et alors très souvent, pas tout le temps, mais très souvent. Mes enfants aussi ont des signes de lui. Et ce sont des signes que vous demandez? Ou ce sont des signes qui vous arrivent comme ça et vous savez que c'est ça? La plupart du temps, non. Okay. La plupart du temps, je les demande pas. Alors au début, oui, j'étais très en demande, très à la... Enfin, quoique non. Je dis oui, mais non. En fait, au tout début, je le sentais très, très, très présent pour plein de raisons. Parce que déjà, le chat dormait là où il dormait. Parce que mon fils allait dans ses vêtements et je le sentais même trop présent. C'était très lourd, en fait. Et donc, j'ai eu plein de séances avec des thérapeutes pour qu'ils comprennent qu'il était mort. Parce que très vite, j'ai compris qu'il ne quittait pas la maison, en fait. Et que donc, c'était pas pour rien que je le ressentais aussi si présent. Donc, c'est rassurant d'un côté, mais là où beaucoup, j'allais le dire, là où beaucoup auraient conservé cette situation. Oui, mais c'est en se disant, je préfère le savoir là avec moi. Oui, et en même temps, on peut pas avancer. Bien sûr. Et puis c'est lourd. Bien sûr. C'est lourd, et puis ça met dans un entre-deux qui est pas. Et puis même pour mes enfants, mon plus jeune avait 3 ans à cet âge-là, et encore maintenant, il est très connecté à son père. Alors lui, je pense qu'il discute. On n'est plus à des signes. Vraiment, ce sont des discussions. Moi, j'ai eu des signes. Alors, ça a été plein de petites choses. Par exemple, j'ouvre un tiroir et je tombe sur un papier où il a écrit « Je t'aime » à un moment où je pense à lui. Bon, alors on peut se dire, bah oui, mais c'était là. Mais c'est au moment où je suis vraiment dans cette énorme tristesse de me dire, mais c'est monstrueux quand même de pas voir grandir ses enfants. En plus, il était heureux. Son premier fils, il l'a eu quand il avait 20 ans. Pas par choix, mais il l'a eu quand il avait 20 ans. Et il était heureux de s'imaginer à 40 ans avec un fils de 20 ans et de pouvoir vivre un peu... Partager des choses. Voilà, partager des choses. Bien sûr. Donc, voilà, moi, j'étais triste que mon fils, parce que le grand l'a quand même connu jusqu'à 14 ans, même si ça a été très dur, mais de le voir partir. Mais le plus jeune l'a pas connu. Donc, il vit avec une absence totale. Et comment... Moi, mes parents sont toujours là. Donc, comment on vit avec une absence de parents? Je ne sais pas. Sincèrement, je ne sais pas comment on vit avec une absence de parents. Le fils que j'ai adopté, son fils, qui me considère comme sa mère et moi son fils, et je pense qu'il y a un truc karmique entre nous. C'est-à-dire que quand j'ai rencontré mon premier mari, j'ai eu plus l'impression de rencontrer son fils que mon premier mari, donc d'avoir cette mission en fait. Et mais mon premier, enfin lui, il a perdu son père et sa mère. Comment on vit en ayant perdu ses parents à l'adolescence? Je ne sais pas. J'ai pas la réponse en fait. Donc je donne mes réponses à mes enfants, mais ce sont mes réponses. Il leur reste un manque et un vide, évidemment, qu'ils comblent chacun à leur façon. Est-ce que l'EFT les a accompagnés? Alors, oui et non. C'est-à-dire que j'étais très jalouse de certains de mes patients qui me disaient que leurs enfants faisaient de l'EFT avec eux. Moi, j'ai jamais vu ça à la maison. C'est-à-dire que j'ai fait beaucoup de l'EFT avec eux. Pour eux, on peut faire de l'EFT à distance, mais ils ont jamais voulu jouer le jeu, entre guillemets, de le faire avec moi. En revanche, ils m'ont dit après le faire tout seul. Donc, je sais que l'EFT, ils l'ont fait tout seul. Mais moi, l'EFT m'a permis de lâcher mes peurs, lâcher mes terreurs, lâcher mes colères, transformer les colères que j'avais. Et donc ça a été un vrai chemin. L'EFT m'a vraiment accompagnée puisque je l'ai découvert à ce moment-là. Bon, il y a qu'un signe visiblement que l'univers ne vous accorde pas, c'est que quand vous retournez à Tahiti, il pleut. Oui, quand je retourne à Tahiti, il pleut. Ça, c'est moche. Ça, c'est pas beau. Ça, c'est moche. Ça, c'est quand même... Vous auriez pu faire un truc, hein, quand même. Hein, franchement, faire autant de... Agnès Popper, apaiser son enfant grâce à l'EFT. Bah, justement, c'est ce que j'évoquais il y a un instant, en vous demandant si vos enfants, justement, avaient eu recours à ça. 7 minutes par jour? Oui. Oui, alors 7 minutes par jour, c'est parce que la personne, Caroline Terral, l'éditrice qui m'a contactée, lançait cette
cette ligne de livres. Et donc, c'était 7 minutes par jour de méditation, 7 minutes par jour de EFT, 7 minutes par jour. Donc, voilà. Et comme elle travaille avec les enfants, c'est un livre qui, normalement, s'adresse aux enfants, mais je l'ai écrit aussi pour qu'il s'adresse à l'enfant intérieur et donc aux adultes. Parce que, voilà, je pense qu'on reste un grand enfant toute notre vie. Ça aussi, c'est une grande discussion qu'on pourrait avoir. Et il y a beaucoup de thérapeutes qui disent d'ailleurs tout et leur contraire. C'est-à-dire que quand on parle de l'enfant intérieur, il y a des gens qui nous disent « Mais non, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ça n'existe pas, l'enfant intérieur. Il faut sortir de ces clichés, il faut sortir de ça. » Et d'autres disent « Mais si, restons l'enfant intérieur que nous sommes. » Ben oui, bien sûr. Si on peut continuer à s'émerveiller, à rire, je pense qu'on peut vivre. 24 ateliers à faire en famille. On parle de FT, on parle de ce parcours de vie d'Agnès Popper qui est juste incroyable. En tout cas, vous êtes une bonne communicante. Merci. Oui. Vous êtes aussi une pédagogue. Merci. Et ça, c'est important parce que sur des sujets comme ça qui sont parfois très abstraits, mine de rien, on ne touche rien à part papoter. Tout à fait. Enfin, voilà, c'est tout. Oui. Enfin, voilà, ça. Voilà, bon. Au-delà de ça, c'est quand même très abstrait. Donc toutes ces projections qu'on peut avoir, quand vous parlez de Dawson Church et autres, c'est quand même tout ça, c'est des choses qui, pour certains dans le grand public, ça leur semble complètement abstrait. Et moi le premier, je me dis waouh, on vous dit descendez dans votre cœur avec la symbolique de la peluche. Je dis ok d'accord, mais sinon attends, je vais descendre dans mon cœur. Vous voyez, c'est compliqué ça. Oui, je comprends. Et c'est pour ça que vraiment, dans mes séances, mon but, c'est d'accompagner ça. Oui, c'est ça. Et de l'expérimenter. Et je fais de plus en plus de formats retraite où on sort de notre quotidien parce qu'on est quand même, voilà, on a un inconscient qui nous emmène vivre des choses et qui vibre et qui nous fait, voilà, manifester des choses. Et on a notre tout petite embarcation qui est le conscient. Et donc, voilà, c'est transformer toutes nos croyances, mais aussi expérimenter. Mais c'est facile. En vrai, c'est facile. Où est la prof de maths que vous vouliez être? Alors, je pense que justement, je vois... Alors, mon fils est en maths sup. Bon, mais il va être chercheur. Donc, voilà. Mais je suis très heureuse pour lui. Il m'a déjà bien dépassé. Je comprends plus ce qu'il me dit. En maths, en tout cas. Mais pour moi, chaque personne qui vient me voir n'est pas un problème à résoudre. Mais j'ai cette même impression que quand j'étais plus jeune et que j'avais cette joie, cette espèce de grâce qui touche quand on résout un problème de maths, où d'abord on se retrouve devant une feuille et on comprend rien, et puis à un moment, il y a un chemin qui se dessine et on se dit mais waouh, c'est évident, et ça remplit de ce même amour et de cette même joie en fait. Et voilà, quand je suis face à quelqu'un et que voilà, quelqu'un qui vient me voir parce qu'elle a été violée à 10 ans et que pas violée, failli être violée à 10 ans, par exemple, parce que j'ai une idée en tête en pensant à quelqu'un, et que on revoit la scène et que on lui donne toutes les clés pour voir qu'elle a pu s'en sortir, qu'elle est partie, qu'en fait c'est une warrior, et qu'elle transforme son regard sur elle-même. Waouh, c'est ça, cette espèce de... Ouais. Merci Agnès. Merci infiniment, c'était passionnant. On va mettre autour de la vidéo l'intégralité des liens pour que vous puissiez rentrer en contact, bien sûr, avec Agnès. Retraite en immersion, des week-ends, j'imagine. Des séances en visio, en individuel en visio aussi. En visio aussi, oui, tout à fait, en distanciel. Et puis cette émission à revoir parce que je pense qu'elle est extrêmement inspirante et que votre parcours de vie peut susciter peut-être aussi soit des vocations, soit des prises de conscience qui permettent, qui permettent peut-être de voir la vie un peu différemment, quoi. Mais la vie est belle. La vie est belle. Cette expérience terrestre est belle. Cette expérience terrestre est belle et on la goûte tous les jours et elle est magique. Hein. Vraiment, elle est magique. Et pour moi, vraiment, apprendre à s'aimer, c'est faire ce premier pas. Mais ensuite, voilà, avec Dawson Church, avec tous ces grands, on apprend à devenir un instrument et à changer notre niveau vibratoire pour être en contact avec des vibrations tellement magiques. Et en permanence, donc voilà, enfin de plus en plus. Hein, voilà. What else, comme dirait l'autre. What else. Merci Agnès, merci infiniment. Vous commentez avec bienveillance comme toujours, partagez et on se retrouve très vite pour une prochaine rencontre. Salut.